9h-10h, le MAG de Plus FM. Tout de suite, le MAG de Plus FM présenté par Nicolas Terrien. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue dans le MAG de Plus FM. Nous parlons ce matin de la semaine des rivières qui débute dimanche et qui s'étire jusqu'au 8 juin. Une semaine pour tout savoir sur les milliers de kilomètres de cours d'eau qui parsèment notre région. C'est la 4e année consécutive que la région Centre organise cette semaine des rivières avec bien sûr ses partenaires, collectivités, agences de l'eau ou encore syndicats de rivières. L'idée, c'est que le public vienne par l'intermédiaire de balades, de conférences ou lors d'expositions, voire même de spectacles, découvrir justement tous les travaux entrepris pour rendre nos rivières vivantes, mais également comprendre les enjeux de la nécessité donc de la restauration du bon état des eaux. Les professionnels donc seront là pour tout expliquer. Et ce matin, dans ce MAG, nous allons prendre l'exemple du bassin de la Cisse. Il y a un contrat de bassin justement qui a été donc créé précisément pour bien répondre à ces différents enjeux, à ces différents objectifs. Nous recevons 3 invités en studio, à commencer donc par Jean-Louis Slovac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président du syndicat du bassin de la Cisse et maire adjoint d'Orchez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un autre élu également avec nous, c'est le maire de Molineuf, Jean-Yves Guellier. Bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation, sachant que cette semaine des rivières va débuter avec l'inauguration donc de la zone humide des Rinceaux qui se trouve sur votre commune, donc au cœur de la vallée de la Cisse. Vous nous en parlerez bien sûr. Et avec nous également Ludovic Cognard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du syndicat de bassin de la Cisse. Merci également d'être avec nous. Et nous sommes en ligne avec Gilles Deguet. Gilles Deguet, bonjour. Bonjour et bonjour à vos 3 intervenants. Merci beaucoup. C'est un plaisir de les rencontrer. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Dimanche. Voilà, effectivement. Donc, parce qu'il y aura toute une journée inaugurale autour de la zone humide des Rinceaux. On va bien sûr le détailler d'ici 10 heures. Alors, Gilles Deguet, vous êtes vice-président de la région Centre, donc délégué à l'agenda 21, à l'énergie, au climat et à l'environnement. Et c'est donc la région qui supervise, l'organisation de cette 4e édition de la Semaine des rivières. Pour quelles raisons, justement, donc avoir voulu créer cet événement ? Vous savez, moi, quand je suis arrivé à la région, j'ai constaté que la région avait une vraie belle politique de l'eau, très en accompagnement de l'Agence des rivières, et que nous avions un vrai mouvement qui était en train de se faire sur la région, avec des syndicats de rivières, avec des animateurs particulièrement compétents, et avec des présidents des syndicats de rivières, des présidents de syndicats de rivières, qui menaient des actions qui parfois sont courageuses, qui en tout cas sont très novatrices. Et puis j'ai trouvé qu'on ne le voyait pas suffisamment. C'est-à-dire que tout ça se faisait un peu de façon un peu souterraine, si on peut parler comme ça pour des rivières. Voilà. Et donc j'ai pensé qu'il fallait mettre un focus là-dessus. Et ce qu'on a trouvé de plus intelligent, c'est de faire une semaine, parce que évidemment c'est très dispersé les actions sur les rivières, parce qu'il y en a à peu près autant qu'il y a de rivières. Et donc l'idée de sur une période finie d'une semaine arriver à concentrer plusieurs petites actions, ça nous permet de faire un peu, de dire dans la région, regardez, notre région elle est très structurée par des rivières, c'est une vraie richesse de la région, c'est probablement une de nos identités, les formes des rivières que nous avons. Ces rivières ont été en partie abîmées réellement pendant, disons, les 50-60 dernières années, et nous sommes en train de leur redonner vie. Nous le faisons avec un tissu très dense d'acteurs de terrain dont il faut encore une fois saluer absolument tout le mérite. Et donc, mettons l'accent sur ces acteurs de terrain et montrons, peut-être plus encore, c'est peut-être plus important, montrons à des tas de gens qui passent sur des ponts au-dessus des rivières et qui les voient pas, montrons qu'ils ont un patrimoine extrêmement riche tout près de chez eux, que nos rivières peuvent couler, qu'il y a une faune, une flore extraordinaire, et reprenons d'une certaine manière, réapproprions-nous le territoire. Voilà. Alors je reprends votre mot, Gilles Deguet. Vous parlez de patrimoine, donc en l'occurrence 25 400 kilomètres de cours d'eau dans la région, sur les 6 départements, c'est ça ?
Oui, écoutez, je m'en souviens jamais par cœur, mais c'est bien que vous l'ayez cité tel quel. Oui, bien sûr, en plus, vous savez, on a toujours des problèmes sur ces chiffrages-là, parce que en fait, on commence à compter les cours d'eau à partir d'une certaine permanence. Mais les têtes de bassin, c'est toujours un petit peu délicat de savoir où s'arrête réellement la rivière. Est-ce qu'on compte alors en plus, certaines de nos rivières ont malheureusement été transformées en fossés. Il y a aussi des fossés existants. Donc la limite est des fois un petit peu difficile. Ça va du fossé à la reprendre. Loire en quelque sorte? C'est absolument ça. Ça va de la résurgence toute petite jusqu'à la Loire, et la Loire est comprise. Alors un mot quand même donc sur l'état d'une manière générale donc des cours d'eau dans la région, Gilles Deguet. Quel est votre constat? Alors mon constat c'est pas un constat personnel, c'est un constat extrêmement partagé. Vous savez on travaille dans le cadre d'une directive européenne qui a établi des critères pour dire si une masse d'eau, on appelle ça comme ça, une masse d'eau, une rivière, suivant sur une certaine distance, ou alors une nappe souterraine, ça s'appelle une masse d'eau. Et donc sur ces masses d'eau, on a essayé de regarder s'ils étaient plus ou moins en bon état. Alors qu'est-ce qui peut faire que ça soit en mauvais état? Soit parce qu'il n'y a plus la faune et la flore qu'il devrait y avoir à l'intérieur, ce qu'on appelle les critères biologiques, soit parce qu'il y a une qualité chimique qui est mauvaise. Donc c'est toutes les questions liées autour des questions de pollution. Et puis ensuite il y a également aussi des questions sur la façon dont s'écoule l'eau, et donc en particulier est-ce qu'il y a des barrages qui l'empêchent de circuler normalement, est-ce qu'elle a été élargie, recreusée, redressée, tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent faire qu'on n'est pas en bon état. Et donc si on regarde l'estimation dans notre région, c'est que environ 30% seulement des masses d'eau sont en bon état, et l'objectif qui a été donné pour 2015, c'est de passer à 60%. Et l'objectif, en fait, au niveau européen, c'est évidemment que ça soit 100%, bien entendu, et ça n'est que par dérogation que nous n'en traitons que 60% en 2015. C'est dire qu'il y a vraiment besoin d'intervenir. Voilà, effectivement. Puis en plus, l'actualité nous le montre. Donc cette affaire révélée par nos confrères de la Nouvelle République sur la pollution de la Bièvre, justement, avec de la mortalité donc de poissons. On s'interroge encore sur l'origine de cette pollution. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est vraiment donc d'actualité. Absolument. Si je peux me permettre. Bien sûr que ces pollutions très spectaculaires sont extrêmement importantes. Vous savez, des espèces de pollutions ponctuelles où tout d'un coup il y a une source forte qui amène une très grosse mortalité de poissons. Mais pour autant, et aussi grave que soient ces mortalités, il ne faut pas oublier que probablement le plus grave, c'est les évolutions subreptices qui font que certaines espèces disparaissent complètement dans certaines rivières. Alors, lentement, on ne les voit pas flotter, mais pour autant, elles ont quand même disparu. Et c'est les deux phénomènes qu'il faut traiter. Il faut traiter les pollutions accidentelles, mais il faut aussi traiter tous les phénomènes de fond qui font que les rivières sont en mauvais état. Voilà, parce que tout ne se voit pas, effectivement. Donc, voilà, des poissons morts dans un cours d'eau, forcément, c'est plus spectaculaire que la disparition d'une libellule, par exemple. Absolument. Voilà, donc, c'est abominable. Mais d'où l'intérêt, justement, de communiquer sur le sujet. C'est tout l'enjeu, précisément, de cette semaine des rivières. Absolument. Et puis vous avez auprès de vous un syndicat de rivière franchement particulièrement actif et avec beaucoup de très belles réalisations tout du long. Voilà. Je me souviens d'être allé intervenir l'été dernier sur un reméandrage à Verdon. Franchement, j'en ai un souvenir totalement ému, et je pense que eux aussi. Voilà, ils opinent du chef, précisément dans notre studio, Gilles Deguet. Voilà, sachant que la 6, effectivement, on peut en dire un mot, c'était à Bassin-Test, c'est depuis 2002 maintenant, donc depuis 12 ans, donc que précisément une dynamique donc est en marche autour de ce secteur. Tout à fait. Et alors, moi, je vais vous dire une chose, moi j'habite Tours, et pour moi la 6, c'était que la 6 dans la vallée. J'ai découvert, dans la vallée de la Loire, j'ai découvert la 6 du plateau, et tout, et franchement, c'est un vrai émerveillement à chaque fois. Vos interlocuteurs se souviendront sans doute aussi que la première semaine des rivières, on l'a inaugurée chez vous, au Moulin de Fossé.
Voilà, le fameux moulin d'Arrivère. Voilà, c'est là où... je me suis trompé, mais je suis pas local. Non, tout à fait, le moulin d'Arrivée, vous avez tout à fait raison, qui se situe à Fossé. Voilà, comme son nom l'indique. Un dernier mot peut-être quand même, Gilles Deguet, pour bien préciser le rôle de la région, donc finalement dans le cadre de la préservation des rivières et donc de ces milieux naturels. Quelles sont les politiques régionales, donc ça, notamment à travers ces politiques de contrat de bassin, c'est ça ? Absolument. Mon prédécesseur, monsieur une femme, donc on va dire ma prédécesseur, à la vice-présidence de la région, avait contractualisé dans le cadre du contrat de plan État-région avec l'agence de l'eau sur une somme de 12,5 millions d'euros, qu'on a porté d'ailleurs entre-temps à 12,9 parce qu'on n'était pas tout à fait sûr d'arriver à rester dans les clous, avec les agences de l'eau. Parce que nous pensons ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous avons un partenariat qui est un partenariat durable. Alors, bien entendu, l'intervention sur l'eau, c'est d'abord l'agence de l'eau, parce que c'est l'agence qui a des ressources propres, et c'est une structure que l'Europe en général nous envie, c'est-à-dire une structure très adaptée au bassin, et donc nous tenons beaucoup à cette structure-là. Pour autant, l'agence de l'eau, et on en est d'accord avec eux, a absolument besoin de collectivités territoriales qui aient une politique forte en la matière. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans le précédent CPER que la région a affirmé fortement qu'elle voulait avoir une politique en matière d'eau, parce que c'est fondamentalement une question d'aménagement du territoire, mais une question d'aménagement intelligent du territoire où on retrouve les rivières. Ouais, donc il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table, agence de l'eau, donc Loire-Bretagne, donc en ce qui nous concerne, les départements, les communes et donc ces syndicats de rivières. Absolument. Et la région estime qu'elle est dans son rôle d'animation des collectivités. Vous savez, on intervient sur des contrats de solidarité avec les territoires, on intervient beaucoup dans une position d'affirmation de politique, de mise autour de la table des intervenants, de démocratie un peu participative avec les différentes structures locales, et on est tout à fait persuadé que c'est ça notre fonction. D'une certaine manière, l'agence de l'eau a la compétence sur les milieux, et d'une certaine manière, je crois pouvoir dire que la région estime que sa compétence, c'est de mettre les populations autour de la table pour des politiques fortes environnementales. C'est ça qu'on fait. On y consacre des sommes relativement importantes au niveau de la région, et on insiste particulièrement, puisque c'est notre boulot, sur toutes les questions d'animation, sur toutes les questions de fonctionnement des structures. Et c'est ça aussi que nous mettons en lumière. Je l'ai dit, je pense que je viens de l'avoir dit au moins 2 ou 3 fois, nous mettons en lumière le travail extrêmement important qui est fait sur le terrain. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, en région centre, c'est 19 contrats de bassin. Il y a celui de la 6 qu'on va développer dans un instant. Il y a également le Beuvron. Il y en a d'autres là qui sont en train qui sont en gestation, disons, plus d'une trentaine. Mais c'est ça. On doit être rendu à environ une 50aine en tout. Et vous savez, nous on fait évidemment la différence entre ceux qui sont signés et ceux qui sont en cours d'élaboration, mais l'essentiel du travail, il commence dès l'instant où on est en cours d'élaboration, parce que c'est là que tout le monde se met autour de la table. Alors vous êtes sur un contrat à la 6 où maintenant les résultats apparaissent, mais la dynamique, c'est effectivement une 50aine. Les 20 qui sont signés, on en signe 3-4 par an, ou plus, même 5 par an, parce qu'ils sont réussis, ils arrivent à maturité, et on fait le bilan de toutes les actions. Mais pour autant, la dynamique, elle commence dès le début, et donc nous, quand on compte plutôt 50. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Gilles Deguet d'avoir été en direct avec nous dans le cadre de cette émission donc consacrée à cette semaine des rivières. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Centre, délégué à l'agenda 21, à l'énergie, au climat et à l'environnement. De très gros enjeux. Voilà. Voilà. Et ben on vous souhaite donc vous aussi d'arriver au bout donc de ces délégations riches d'enjeux. Franchement, c'est moi qui vous remercie, et encore une fois, je remercie aussi vos 3 intervenants. Et bonne chance à eux, et à dimanche. Merci beaucoup Gilles Deguet. Donc on a bien compris que vous serez présent dimanche matin à Molineux à partir de 10h30 pour... Voilà. C'est 10h30, moi j'ai noté 10h, mais ça fait rien, j'arriverai plus tôt. Voilà, ce sera l'occasion d'échanger avec les personnes qui sont autour de la table. Merci Gilles Deguet. Absolument. Très bonne journée, merci. Merci à vous.
Et les personnes qui sont autour de la table, en l'occurrence, il s'agit de Jean-Louis Slovaque, président de ce syndicat de bassin de la Cisse, maire adjoint d'Orchez. Peut-être un petit mot, effectivement, donc sur ce syndicat de bassin, effectivement, vous avez le recul, hein, Gilles Deguet vient de l'évoquer à l'instant, puisque vous étiez donc bassin test en 2002, hein, donc déjà. Donc, moi, je suis depuis 2008 seulement. Hein, donc j'ai le recul, il y a le recul de Ludovic Cognard. Ludovic, lui, a plus le recul que moi, mais moi j'y suis depuis 2008, où j'avais été élu président de la CIS moyenne. Car il y avait 5 syndicats. Il y avait avant. 5 syndicats. Et donc il y a eu une volonté ici dernièrement et depuis le mois de juillet 2012 de regrouper les 5 syndicats en un seul syndicat pour pouvoir travailler beaucoup plus en totalité de la CIS que de chacun de son côté. Avant, on se concertait, on avait des réunions et on discutait ensemble, mais là, c'est beaucoup plus facile. On a une vue d'ensemble de la CIS, puisque dès qu'on travaille sur quelque chose en amont, ça a une influence sur l'aval, donc il faut réfléchir en totalité. Voilà, et ça, c'est chose faite aujourd'hui depuis donc, ce syndicat qui s'étire de la forêt de Marche-Noire jusqu'à Vouvray, voilà. Car c'est bien le lit de la CIS, hein, donc sur 84 ou 5 km. 85 km, oui, voilà. C'est ça. Ludovic Cognard, vous qui avez donc justement le recul, hein, donc le directeur du syndicat du bassin de la CIS, donc précisément depuis 2002, hein, on le disait effectivement, hein, vous avez été donc un des premiers syndicats donc à se mettre en place précisément. Déjà à l'époque, il y avait une volonté précisément de faire quelque chose, hein, pour répondre aux enjeux évoqués précédemment par Gilles Deguet en termes de préservation, feu de ce cours d'eau et de ses affluents. Oui, tout à fait. En fait, au tout départ en 2002, la région Centre et l'agence de l'eau sont venus nous voir, donc au pays Beauce-Val-de-Loire où je travaillais avant, qui a coordonné le début de la mission contrat de bassin. Les 10 premières années, hein, voilà, quasiment, tout à fait. Et donc, ces deux acteurs sont venus nous voir pour essayer de trouver une solution pour gérer l'eau par bassin versant. Donc avec une politique test de contrat de bassin et donc le pays a démarché sur les 48 communes du bassin et les 5 syndicats pour essayer avec... donc moi j'ai pris mon bâton de pèlerin en expliquant un petit peu la dimension de la chose et les enjeux sur l'eau. Et puis il y a eu au moins 4 ans d'études, de concertation, de réunions pour expliquer... et un petit peu dénouer les conflits sur l'eau, hein, parce qu'on a des conflits sur le bassin de la Cisse entre les différents usagers. Et puis progressivement, avec les premières opérations qui ont débuté en 2008, avec la signature du premier contrat de bassin, qui a duré jusqu'en 2013. Donc nous sommes actuellement dans une phase des chemins, là, hein. Voilà, de bilan pour étudier un deuxième contrat de bassin. Progressivement, on a gagné en légitimité, en connaissance et puis en respect mutuel avec les différents usagers. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien avec une structure, le syndicat de bassin de la Cisse, qui a mis en place un système de concertation avec tous les usagers des 2 départements. Donc ça fait beaucoup de monde autour de la table, hein, notre conseil. 69 personnes. Voilà, 69 personnes. Voilà. Enfin bon, on a bien compris donc la hauteur des enjeux. Donc finalement, ça y est, tout le monde tire dans le même sens, dirais-je. Ah oui, tout à fait. Oui. Tout le monde tire dans le même sens. Les réunions de bureau, tous les projets sont débattus, que ce soit dans l'Indre-et-Loire ou on essaye de pas faire de différence entre les deux. On n'a pas 2 départements, on n'a qu'un seul syndicat, donc il n'y a pas un Indre-et-Loire, le Maraîcher. On discute. Ça n'arrête pas à la frontière. Hein. Non, il n'y a pas de frontière et donc tous les projets sont bien discutés en bureau et c'est vrai qu'il y a une très grande concertation. Il y a des réunions aussi qu'on organise par bassin dans les communes pour avoir de la formation avec l'aide de Ludovic. Et on réunit tous les intervenants, les propriétaires, en disant voilà, tel projet à tel endroit, on a prévu ça, et on discute avant de faire quoi que ce soit pour qu'il n'y ait pas de conflit justement. Alors justement, peut-être l'occasion de préciser le rôle donc concret du syndicat de bassin de la Cisse. Alors, la mission, c'est de concevoir, animer et mettre en œuvre un programme d'action visant à restaurer le bon état des cours d'eau et les zones humides dans le bassin de la Cisse. Voilà. Accompagner, conseiller les collectivités riverains du bassin et en matière de gestion, d'entretien des cours d'eau. Donc voilà. les communes, les communautés de communes. Voilà, communautés de communes. Sensibiliser aussi les habitants et les écoles. Ça, c'est un travail que fait actuellement très bien. On essaie de sensibiliser par le biais des écoles aussi pour
que les jeunes, pour amener les jeunes à l'écologie de la rivière. Hein, donc voilà, donc le syndicat porte toutes ses missions et l'application aussi de la loi, ce qu'on a parlé tout à l'heure, la loi sur l'eau, qu'il y a des demandes, Bruxelles a des demandes, l'Europe a des demandes, donc on essaie d'y répondre avec des compromis, parce que bien sûr, la loi sur l'eau, telle qu'elle est faite, elle aurait tendance à dire qu'il faut enlever tous les vannages, tous les barrages. Et le syndicat, actuellement, sa position, c'est de proposer des solutions alternatives de façon à ce qu'on peut garder l'historique, le patrimoine, tout en répondant un peu indirectement à la loi sur l'eau. Voilà, donc il faut composer. Il faut composer. Voilà. C'est pas toujours facile. Prévoir des rivières de contournement, pour pas enlever le vannage, parce que je vais prendre le cas que je connais bien, qui est le moulin d'Orchez. Bon, on a un patrimoine historique le long de la Cisse qui est très joli. C'est vraiment l'histoire du village. Si on enlevait le vannage, ça ferait une révolution dans le village. Donc on peut pas. Faut le laisser comme ça. Donc il faut l'intégrer. Naturellement, faut l'intégrer. Tout ça, voilà. Donc, alors sur la Cisse, qui a quand même la particularité d'être donc une rivière privée. Privé, oui, tout à fait. Et entièrement privé même. Entièrement privé et avec droit d'eau. Donc c'est ça aussi la particularité du droit d'eau. Mais j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. On peut si jamais le cas échéant, Ludovic pourra reprendre si j'ai une bêtise. Le droit d'eau, les gens ont la berge qui leur appartient jusque la moitié de la rivière. Voilà. Donc d'un côté comme de l'autre, c'est la berge et la moitié de la rivière. Mais donc ils ont le droit de, tout au moins au niveau des moulins, ils ont une cote haute à respecter. Par contre, il n'y a pas de cote basse. C'est-à-dire que si un moulin ouvre sa vanne et qu'il n'y a plus d'eau en amont, c'est pas répréhensible. Par contre, le droit d'eau lui donne donc l'obligation de respecter une certaine cote pour pas inonder l'amont. Voilà. Alors pour bien comprendre peut-être comment fonctionne le syndicat et puis comment ça fonctionne aussi avec les propriétaires privés. Il doit y en avoir quelques-uns. Donc en l'occurrence, comment intervenir finalement donc auprès de ces propriétaires pour déjà les sensibiliser donc sur les enjeux de préservation de la rivière, des berges également, le cas échéant les inciter à faire des travaux. Comment ça se passe on imagine que c'est très délicat. En chiffres, je vous donne juste un petit chiffre. Sur l'ensemble du bassin de la Cisse, on a 5600 propriétaires riverains qui ont une berge sur la Cisse ou ses affluents. Donc comment on travaille on travaille avec des outils d'information, de communication comme la Semaine des rivières nous sert aussi à nous rapprocher des riverains. Et puis avec mon collègue Valentin Baé, qui est aussi le technicien sur le bassin de la Cisse, on va voir les gens, on cogne aux portes, et puis on a aussi un outil qui s'appelle le Cisse Info qu'on envoie donc par message mail, et on a en projet aussi de travailler sur un site internet cette année spécifique au bassin de la Cisse avec toutes les données sur l'eau, qualitatives, quantitatives, pollution, etc. On se rend compte en fait que la plupart des riverains sur le bassin de la Cisse connaissent très très bien leur portion de rivière, mais comme l'a dit assez justement Gilles Deguet tout à l'heure, lui qui était sur la partie aval ne connaissait que la Cisse ligérienne. Voilà, là il a découvert le plateau. Voilà, et en arrivant sur le plateau, il a dit ah oui, la Cisse vient d'ici, je ne savais pas. Et la plupart des gens en fait sont dans cette position-là, connaissent très très bien leur secteur, mais pas l'ensemble du bassin. Et mon rôle et le rôle de l'équipe technique au syndicat de bassin, c'est de faire comprendre que la Cisse, elle coule depuis les fossés qui se trouvent à Brioux, Marchenoir et Lorges, et elle donne naissance à des rivières, des affluents, pour enfin finir à Vouvray. Ce n'est pas que les 85 km de rivières, il y a les affluents, le bassin versant. Tout à fait. Si on compte l'ensemble des rivières, y compris les fossés, on arrive à 515 km de cours d'eau. Dont 170 km de cours d'eau permanents, c'est-à-dire les rivières perçues par les riverains. Mais en tout, on est sur 515 km de cours d'eau. Voilà, avec donc bien des réalisations déjà opérées. On va y revenir dans quelques instants. On va marquer une pause publicitaire donc dans cette émission. On parlera de l'exemple d'Averdon. C'est vrai qu'à Averdon, beaucoup de choses ont été faites, de très belles réalisations, un réaménagement avec une réintroduction d'espèces de bovins aussi, qui a été donc en collaboration de mémoire avec un éleveur local. Vous nous expliquerez tout ça. Et puis on va bien sûr parler donc de la zone humide d'Érinceaux, qui sera donc officiellement inaugurée
inauguré à l'occasion de cette semaine des rivières la zone humide des Rinceaux qui se situe à Molineuf. À tout de suite. Plus FM. Partout en Loir-et-Cher. Le plein de tubes, le plein d'infos. Plus FM. Plus FM. Le domaine national de Chambord accueille du 18 mai au 12 octobre l'une des plus grandes expositions consacrées à l'artiste Philippe Cogniet. Au total, près de 60 œuvres seront accrochées au sein du château de Chambord. L'artiste exposera des œuvres sur le thème de la consommation de masse, des paysages, des portraits d'humains ou d'animaux et des représentations du château, traversant ainsi plusieurs des genres classiques de la peinture. L'accès à l'exposition est compris dans le billet d'entrée du château. Pour le plaisir de la natation seul ou en famille, le centre aquatique de Favrolles-sur-Cher vous accueille dans une ambiance conviviale 7 jours sur 7. Bassin intérieur et extérieur chauffé à 29 degrés, bassin ludique et pataugeoire à 32 degrés. Pour la détente, le bien-être, sauna, hammam et en petits groupes pour tous, des cours de natation et d'aquabike, sans oublier de nombreux cours d'aquafitness. Abonnement trimestriel ou annuel. Contactez-nous pour plus d'infos au 02 54 71 74 75 ou consultez le www.valdeloisirs.fr. Samedi 31 mai, de 9h à 19h, portes ouvertes à la cave de la confrérie des vignerons de Wally. Découvrez nos vins de Touraine, mais aussi le Saint-Nicolas de Bourgueil, le Chinon, les Coteaux du Layon, le Vouvray. Dégustation de produits du terroir, miel, fromage de chèvre, ambiance musicale. Lors de ces portes ouvertes, un carton de 6 bouteilles achetées égale un carton de 6 bouteilles offertes sur une sélection de produits signalés par une étiquette spéciale à la cave. Samedi 31 mai, venez nombreux aux portes ouvertes de la confrérie des vignerons de Wally. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Attention, écoute ça. Écoute ça, le Stromboli présente. Le Stromboli présente Black M du Wati Bay. Et DJ HQ officiel section d'assaut. DJ HQ officiel section d'assaut en exclusivité. En exclusivité, samedi 31 mai. Samedi 31 mai. Le Strombo. Le Strombo. The place to be. The place to be. Jeudi 5 juin, assistez au rendez-vous de la santé de Blois sur le thème « Chasser les poisons de ma maison » avec la participation de Marie-Hélène Bidot, directrice de la santé publique et environnementale de l'Agence régionale de santé du centre, et Corinne Chadowski de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique du Nord-Pas-de-Calais. Conférence débat le jeudi 5 juin à 19h à la Maison de la Magie de Blois. Entrée libre, mais réservations souhaitées au 02 54 57 29 29. Les rendez-vous de la santé de Blois sont organisés par la ville de Blois, le centre hospitalier de Blois, Harmonie Mutuelle et la Nouvelle République. Du 7 au 15 juin, 13e internationaux de tennis de Blois organisés par l'AJ Blois Tennis. Deuxième tournoi Challenger de Blois sur les installations du complexe sportif du Puy-Cuisy face à l'Aglo, avec la participation de joueurs de haut niveau classés entre la 51e et 150e place mondiale, parmi lesquels le Blésois Stéphane Robert. Du 7 au 15 juin, deuxième tournoi Challenger de l'AJ Blois Tennis. Début des rencontres à 11h, entrée payante à partir des quarts de finale, animation tous les jours. Du 7 au 15 juin, deuxième tournoi Challenger de l'AJ Blois à vivre en direct sur Plus FM. 13e internationaux de Blois organisés par l'AJ Blois Tennis avec le Conseil Général de Loir-et-Cher, Leclerc, IDEC et SLG à Vendôme. Plus FM. Le mag de la vie quotidienne sur Plus FM. La semaine des rivières, ça débute samedi. L'occasion donc bien de découvrir et de tout savoir bien sûr sur les 25 400 km de cours d'eau qui parsèment le territoire de la région centre. Dans ce mag ce matin, nous prenons l'exemple donc du bassin de la Cisse, donc ce contrat de bassin qui existe depuis 2002, qui regroupe donc tous les acteurs donc qui œuvrent dans ce sens depuis 2012 maintenant. Alors avec déjà des réalisations, des choses concrètes déjà réalisées. On a parlé d'Averdon, bien évidemment, le marais des Tresseaux. Donc là, un important chantier a été mis en œuvre pour réhabiliter cet espace. Jean-Louis Slovaque. Oui, tout à fait. Donc c'est une ancienne peupleraie qui a été supprimée.
Elle a été remise maintenant en l'état naturel et pour entretenir l'ensemble de cet état naturel, on y a mis des bœufs, des Shetland, je crois. Highland, pas Shetland. À la Highland, c'est Monsieur Olivier Gabillot qui s'occupe de ça. C'est le fermier qui est juste à côté, qui a intégré ici dernièrement le bureau, puisque c'est quelqu'un qui est très 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 impliqué dans le fonctionnement de la CIS. Et j'invite tout le monde à visiter. Tout le monde peut aller visiter puisqu'il y a un chemin de contournement sur toute la zone. C'est agréable un dimanche d'y aller avec les enfants et d'aller voir ça. C'est très 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 sympathique. Et je crois qu'il y a eu des observations. Il y a des nouveaux habitants dans la mare. On a eu des oiseaux qui sont arrivés, des oiseaux migrateurs, m'a dit aussi Olivier, qu'on n'avait plus et qui sont revenus maintenant en permanence. C'était l'enjeu précisément de ce chantier, ce vaste chantier qui s'est quand même étiré sur pas mal de temps, donc Ludovic Cognard. Oui, c'était l'un des enjeux. En fait, on a mis en place un système avec le Conservatoire des sites, un système de suivi écologique, donc avant les travaux, pendant les travaux et 2 ans après. Donc les derniers relevés ont montré qu'on avait gagné en espèces, effectivement, notamment d'oiseaux d'eau, avec, il me semble, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il me semble qu'on est sur plus 24% d'espèces, lorsqu'on passe d'une peuplerie à un milieu beaucoup plus diversifié. Alors ça, c'est l'un des enjeux. Et le deuxième enjeu, je tiens à le préciser aussi, c'est l'enjeu qualité d'eau. On a donc réalisé des relevés, notamment en taux de nitrate, à 300 mètres avant le marais et 300 mètres après. Et on s'est rendu compte qu'entre ces 600 mètres, lorsque la rivière passe par le marais, on a perdu 17 unités en grammes, donc 17 milligrammes de nitrate entre la partie amont et la partie aval. Ce qui donne en fait un rôle majeur pour les zones humides en termes de qualité d'eau. Voilà, ça c'est du concret, précisément. Pour ça il y a quand même, pour bien répondre donc aux enjeux qu'on a évoqués donc en tout début d'émission. Vous avez le recul aujourd'hui de par cet aménagement. Alors il y a également la zone humide des Rinceaux. On va particulièrement insister dessus puisqu'elle sera, rappelons-le, donc inaugurée le 1er juin prochain autour de tout un programme de festivités sur lequel on va revenir bien évidemment. Auparavant, donc Jean-Yves Gallier, vous êtes maire de Molineuf. Merci également d'être avec nous ce matin. Peut-être nous présenter, dirais-je, les spécificités de cette zone des Rinceaux sur votre commune. Alors, si on fait un peu d'historique, et là je rebondis sur ce que disait Gilles Deguet tout à l'heure, quand il parle d'abandon et de non-entretien depuis 50, 60, 70 ans des abords de la rivière, le site des Rinceaux, autrefois, était réservé aux animaux qui paissaient sur les bords de la Cisse. Alors il y avait tout un système de canaux qui drainaient. Et je me rappelle même, il y a quelques années, avoir entendu quelqu'un qui est décédé maintenant, qui se rappelait avoir vu récolter du blé aux Rinceaux. Alors quand on voit les Rinceaux aujourd'hui, évidemment, ça étonne. Ça, c'est un petit peu pour l'historique. Deuxième point, les municipalités précédentes avaient eu cette bonne idée de racheter une partie des Rinceaux. Là, on parle de la zone humide restaurée, c'est 10 hectares, mais on en a racheté beaucoup plus, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réaliser la réhabilitation de la zone humide. Sinon, si nous ne l'avions pas fait, aujourd'hui, c'est une zone qui serait complètement fermée. Il y a un développement de végétation, zone humide, climat tempéré, qui fait que la végétation se développe énormément. Donc sans cette acquisition il y a quelques années par les personnes qui m'ont précédé, aujourd'hui on n'aurait aucun accès. Voilà, car aujourd'hui c'est un sentier de découverte que vous proposez véritablement sur ce site. Voilà, un sentier de découverte. Alors évidemment grâce à l'intervention du syndicat de la CIS, grâce au travail des techniciens comme Ludovic Cognard, vraiment cette zone a été complètement transformée. Et ce qui est intéressant
pour les gens de Molineuf, les Molinotiaux et même ceux des communes d'à côté, c'est que c'est quelque chose de concret. On parle beaucoup protection de la nature, biodiversité, et aujourd'hui les gens l'ont à 2 pas de chez eux. Et c'est beaucoup plus concret. Bon, on a parlé de la réintroduction de la grenouille rousse, certaines variétés au niveau de la flore comme le pirament jaune. Voilà, les gens se disent, ben voilà, tout près de chez nous, nous aussi on a la biodiversité et on peut travailler dans ce sens-là. Voilà, donc une zone laissée pendant plusieurs décennies à l'abandon, hein, c'est ça, en l'occurrence, ou peut-être laissée à elle-même. Il y a beaucoup d'endroits de la vallée de la Cisse. Alors soit c'est des peupleraies un petit peu entretenus, soit c'est des peupleraies qu'on subit les tempêtes, dont les arbres sont à moitié cassés, soit c'est des zones complètement à l'état d'abandon. D'ailleurs, il y a des propriétaires qui ne savent même plus qu'ils possèdent une parcelle. Bien. Peut-être pour qu'on se représente les choses, Ludovic Cognard, quelles sont la nature des aménagements qui ont été réalisés sur cette zone humide des Rinceaux à Molineuf, de manière, dirais-je, à métamorphoser véritablement cet espace? Le projet des Rinceaux, on l'a mené en 2 étapes. La première étape, ça a été en 2012. C'est restaurer les fonctions écologiques de la zone. Donc pour cela, on a travaillé à la fois sur la création d'une mare qui permettait d'offrir aux batraciens une zone en eau permanente. Donc ça, c'était la condition pour créer des milieux pour ce type de batraciens. Donc M. Guillier parlait effectivement de la grenouille rousse. On a eu la surprise cette année d'avoir une ponte de grenouille rousse sur le Marais. Alors ça ne parle pas forcément à beaucoup de monde. La grenouille rousse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, juste en chiffres, on a seulement 3 sites de ponte de grenouille rousse en Loir-et-Cher. On avait donc un site qui était dans la forêt de Blois, dans les petites mares relictuelles et qui commençait à décliner. Et en offrant en fait cette mare, on a permis finalement d'offrir un lieu de ponte idéal. Donc là, c'était la grande surprise de cette année. C'est une espèce endémique précisément du département là, du secteur. On parle pas de la grenouille taureau, hein, qui elle, bien évidemment, est plus une espèce, invasive. Si elle pouvait rester au sud de la Loire, ce serait bien. Voilà, mais bon, la grenouille rousse, donc, ça favorise, disons, sa réapparition ou donc de mettre au jour finalement ce nouveau site de ponte. Voilà, en fait, la grenouille rousse, je vais pas faire l'écologue de service, mais la grenouille rousse a besoin à la fois de milieux boisés pour vivre et de milieux humides permanents pour se reproduire. Et donc, en offrant dans un milieu tel que les Rinceaux une zone, la mare, donc restaurée en 2012, ça lui permet d'avoir ces milieux sur un même site. L'intérêt en fait de la zone humide des Rinceaux, c'est pas forcément les espèces qui sont pas exceptionnelles sur le site, c'est d'avoir sur 10 hectares une mosaïque de milieux que l'on peut retrouver sur l'ensemble du bassin de la Cisse. Donc en venant aux Rinceaux, en faisant une balade de 2 km à peu près, donc sur des plattelages, ça c'est la deuxième phase des travaux, en faisant la petite balade, c'est comme si on faisait l'ensemble du bassin de la Cisse, mais en 2 km. Voilà, effectivement. Donc résumé, en l'occurrence, et là aussi, donc on voit que la vie revient, hein, comme à Verdon, hein, l'exemple qu'on a donc évoqué précédemment. Y a-t-il d'autres projets, d'autres sites, en l'occurrence, Jean-Louis Slovac, là, en cours de restauration ou sinon en projet? Oui, nous avons l'élaboration d'un nouveau plan de contrat de bassin. On en a parlé tout à l'heure. Parce que là, on est au terme du premier contrat. La mise en place d'un dispositif d'ouverture et de gestion coordonnée de l'ensemble des barrages. Ça, c'est pas facile à mettre en place puisqu'on est sur de la propriété privée, hein, donc c'est pas facile à mettre en place. Il y a quand même 48 moulins. La mise aux normes des 48 barrages de la Cisse. Donc ça, c'est un très gros projet, mais qui va encore durer plusieurs années parce que financièrement c'est énorme en coût, hein, à peu près 40 000 euros par barrage, hein, c'était à peu près ce qu'on avait chiffré, donc vous voyez 48 par 40 000 euros, ça fait énorme. Et la préparation de la loi de modernisation de l'action publique, alors transfert obligatoire, alors ça c'est important, c'est le transfert obligatoire des compétences milieux aquatiques et inondations aux communes et aux communautés de communes. Alors je m'explique, c'est que l'État maintenant va donner aux communes et aux communautés de communes les compétences concernant la pollution et l'inondation.
Donc, au moins les compétences, les moyens. C'est ça. Et la responsabilité, voilà, les moyens, ça c'est autre chose, mais au moins la responsabilité et la gestion de tout ça. Donc, ça est une question qui va revenir rapidement, puisque c'est pour 2015. Et donc, le syndicat est en première ligne pour gérer cette partie-là. Alors, après, en travaux, nous avons des chantiers à venir. J'ai plus tout en tête, mais je crois que là... Voilà, donc il y en a pas mal. Hein, oui, je n'ai pas tout en tête parce qu'il y en a quand même pas mal. Non, je ne les ai pas en tête. Peut-être que Lugovic peut... Parce que moi, je ne les ai pas tous en tête. Voilà, donc pour compléter, peut-être un ou deux exemples, justement, qui, dans la dynamique précisément des projets que vous avez déjà pu mener aujourd'hui. Voilà, simplement, comme on est en train d'étudier le prochain contrat, effectivement, on est en train de travailler donc à la fois, comme on l'a fait dans le premier contrat, sur la réhabilitation des assainissements non collectifs. On a eu 98 assainissements non collectifs sur le Grand Blaisois et sur la partie aussi Amboise de réaliser. Donc ça, on va poursuivre ces opérations de réhabilitation. Et puis, effectivement, tous les travaux sur les ouvrages. Donc là, ça va être un gros morceau du futur contrat. Et on va continuer de réhabiliter notamment les milieux, les frayères à poissons, à brocher notamment. On a eu donc 5 frayères réalisées sur le prochain contrat et on vise d'en faire encore autant dans les 5 prochaines années. On va parler donc bien évidemment de l'événement de dimanche, bien évidemment. Donc en l'occurrence Jean-Yves Guélier. Donc que va-t-il se passer dimanche à partir de 10h30 sur votre commune ? Alors, à 10h30, c'est l'inauguration, j'allais dire, officielle, avec les représentants des différentes collectivités qui viendront sur place. Ensuite, on a, à cette manifestation très officielle, on s'est adjoint une autre manifestation que nous avions fait l'année dernière, organisée par une association locale qui s'appelle La Molinevoise, qui l'année dernière a eu l'idée de faire une descente en radeau. Alors, plutôt que de faire 2 journées différentes à une semaine d'intervalle, on a décidé que ces 2 actions seraient menées conjointement. Donc, le matin, l'inauguration officielle, avec bien sûr tous les gens invités qui pourront découvrir ce site. Et puis l'après-midi, quelque chose de plus ludique, quelque plus festif avec la descente des radeaux, avec un concours de radeaux. Et puis une animation théâtrale permanente toute la journée. Et puis le midi, pour tous les gens qui le souhaitent, un pique-nique avec tous les gens de Molineuf et des communes voisines. Voilà, donc pour rappeler aussi les enjeux liés à la préservation de ces cours d'eau, à destination finalement des habitants qui sont les riverains aussi de cette rivière. Absolument. Et parfois même les propriétaires. Voilà, absolument, parce que la préservation de tous les sites naturels, c'est bien entendu l'intervention des différentes collectivités, mais je pense qu'on a gagné que quand tous les habitants, les riverains, les propriétaires sont convaincus de l'intérêt des actions menées. Voilà, donc l'inauguration du site des Rinceaux à Molineuf, c'est peut-être le moment fort, en l'occurrence de cette semaine des rivières. Pour vous, sachant qu'il y aura d'autres événements, Ludovic Cognard, dans le cadre de cette semaine ? Oui, tout à fait. Alors donc le 1er juin, effectivement, le point d'orgue de notre semaine des rivières. Le 3 juin, comme chaque année, on invite l'ensemble des élus du bassin. Donc on est 48 communes, donc ça fait un bus complet en règle générale. Donc et puis on part d'Averdon. Là cette année ce sera Averdon jusqu'à Vouvray. On poursuit. On va voir l'ensemble des réalisations de l'année précédente. Ça permet aux élus de connaître le bassin et de se connaître entre eux. Et ça permet effectivement à nous, techniciens, de valoriser les actions qui ont été menées. Donc, il va bien falloir la journée, là. Il faut la journée. Généralement, on commence à 8h30 et on finit à 18h30 avec un pot de l'amitié en bord de 6, en règle générale. Et puis, une autre animation, le 6 juin,
juin à 20h30, toujours au Rinceau. Donc la découverte de la 6 et de la zone humide au crépuscule avec le CDPNE qui sera aussi présent le 1er juin avec un atelier grenouille. Donc l'idée étant d'amener les personnes présentes à mettre les pieds dans l'eau. Alors, et entendre la grenouille rousse coasser. Et voilà, et à découvrir ce qu'on trouve dans l'eau. Parce qu'on est souvent surpris avec les enfants. Les enfants ne savent pas qu'il n'y a pas que des poissons, des grenouilles, il y a aussi tout un cortège de petites faunes qui est aussi important que les poissons et les grenouilles. On pourra le découvrir donc de manière ludique apparemment. De manière ludique avec des petits aquariums et des petites boîtes loupes qui nous ont été offertes par la région Centre. Et des contes et légendes aussi apparemment. Voilà, contes et légendes au crépuscule. Avec la pommade anti-moustique. Voilà, on retrouve tous ces renseignements sur où exactement on peut vous contacter. Faut-il réserver Alors oui, il vaut mieux nous appeler avant, donc ou simplement par mail au smbci2se@orange.fr, syndicat mixte du bassin de la Cisse @orange.fr. Et un numéro de téléphone, donc le 02 54 46 25 78 02 54 46 25 78. Merci Jean-Louis Slovaque, merci également à vous Jean-Yves Gallier et Ludovic Cognard. Merci donc à Gilles Deguet, vice-président de la région qui était en direct avec nous au début de cette émission. C'est la fin de ce mag sur Plus FM. Cette émission, bien sûr, vous la retrouvez en podcast sur plusfm.com dans le courant feu de la matinée. Dans quelques instants, c'est le retour de l'information sur Plus FM, il est 10h.